Innover pour le commerce avec l'Institut du commerce. Et Point de vente, le magazine des magasins. BFM Business. Innover pour le commerce. Karine Verniol. Bienvenue pour cette émission dédiée aux nouveaux enjeux du commerce sous toutes ses formes, distribution, retail, marketing, digital. Aujourd'hui, les façons de consommer changent et forcément aussi la manière de vendre. C'est ce que nous voyons avec notre invité. Tout d'abord, Cyril Andrino, il est le PDG de Brandalais, numéro 3 français des sites de déstockage, qui a notamment signé un partenariat avec Leclerc. Le débat du jour, comment attirer les consommateurs de la génération Z? Nous en parlerons avec Patrick Gourdon, expert retail au sein d'IBM, et Sébastien Bismuth, il est le PDG d'Undies, marque de lingerie pour les jeunes. Et puis les chroniqueurs, Rodolphe Bonas, PDG de Seacom, qui nous emmène à travers le monde découvrir les dernières innovations commerciales. Il nous emmène à New York cette semaine. Et puis l'édito d'Hervé Novelli, ancien ministre des PME, créateur du statut d'auto-entrepreneur. Mais tout de suite, les news. BFM Business. Innover pour le commerce. Les news. Et les news de la semaine, c'est avec Hélène Cornet de la rédaction de BFM Business. Bonjour Hélène. Bonjour Karine. Et on a appris cette semaine que l'on pourrait se faire livrer ses repas, ce qu'on a l'habitude de faire souvent au bureau, mais là, directement en haut des pistes. Effectivement, c'est une idée d'une jeune start-up qui s'appelle Easy Valley et qui sévit sur le domaine de Serre-Chevalier dans les Hautes-Alpes. Et elle a eu l'idée de livrer en fait les repas en haut des pistes plutôt que d'aller manger dans des restaurants d'altitude bondés où vous mangez un saucisse frite à 20 €. Et bien celle-là, vous commandez avant 10 h votre repas pour midi, vous prenez un rendez-vous dans un des 5 lieux précis et on vous livre avec des sacs isothermes. Des sandwichs et des salades, j'imagine. Plutôt des sandwichs, des muffins, des boissons, des salades. Et donc le tout pour un prix très acceptable. Et quand ils arrivent, et ben, effectivement, je vous promets que ça fait son petit effet. Et justement, c'est le bouche à oreille qui fonctionne. Après Serre Chevalier, la start-up veut évidemment se développer sur d'autres stations. Et pourquoi pas, ce serait le top, géocaliser les skieurs. Géolocaliser pour les retrouver, bah oui, parce que c'est ça qui est compliqué. Il faut se retrouver sur les pistes. Ça s'appelle Easy Valley. Pour l'instant, ça existe à Serre Chevalier. Allez, retour en ville avec Kiabi qui lance une carte de fidélité connectée. Oui, alors vous l'avez dans la poche ou dans votre sac, vous la sortez pas. La marque en fait Kiabi vous reconnaît dès que vous passez le magasin. Elle vous envoie un SMS. Bonjour Karine, vous allez bien? Et ensuite, une fois dans les rayons, elle vous propose des produits qui pourraient vous séduire. À la caisse, pas la peine non plus de la sortir. Elle vous reconnaît immédiatement votre profil et vous crédite de points de fidélité. Tout ça évidemment pour améliorer toujours l'expérience client. Et éviter d'encombrer le portefeuille. La bonne idée. Allez, rapidement avec une nouvelle marque. Enfin, une nouvelle marque chez nous, mais c'est pas une nouvelle marque pour le groupe H&M qui débarque à Paris. Non, effectivement. Elle s'appelle Weekday et donc H&M l'a achetée en 2008. Et en fait, elle correspond à des basiques, mode, beaucoup de jeans. Elle s'adresse plutôt à des jeunes femmes. Et en gros, l'idée, c'est que tout l'événement s'associe, ce qui est quand même plutôt simple quand on cherche à s'habiller le matin. Et donc là, cette fois, on l'a trouvée uniquement sur Internet. Et cette fois, elle arrive en boutique, en dur, à Paris, dans le Marais, et en même temps sur Regent Street à Londres. Et l'idée, c'est toujours la même, de s'adresser de plus en plus à une clientèle très spécifique, les jeunes, les femmes un peu plus matures, avec des prix de gamme différents. Et la logique est la même pour H&M ou pour l'espagnol Zara. Et le magasin va remplacer Cheap Money. Donc si vous suivez, vous retournez rue Vieille du Temple, je crois que c'est bien ça, à Paris, et vous allez découvrir cette nouvelle marque qui s'appelle Weekday. Merci beaucoup Hélène Cornet, on vous retrouve la semaine prochaine. Allez, l'invité de la semaine. BFM Business. Innover pour le commerce. L'invité de la semaine. Et Cyril Andrino, bonjour. Bonjour. PDG de Brandalais, 3e site français de vente privée. Mais enfin, c'est un peu plus compliqué que ça parce que vous faites essentiellement de la mode, un peu de déco. Vous faites des ventes privées quotidiennes, mais aussi des collections à outlet, mais aussi la vente de nouvelles collections. Comment vous définissez? C'est compliqué? Comment on se définit? C'est très très simple. En fait, on a un site de mode. D'accord. On a un site de mode qui fait que de la mode et sur lequel on peut tout trouver. Donc en nouvelle collection ou en prix remisé.
En tout cas, ça a été fondé en 2005, vous l'avez racheté en 2014. Et 2017, du coup, pour vous, c'est une année clé de votre développement, plusieurs ambitions. J'aimerais qu'on revienne sur ce partenariat signé avec Leclerc en septembre dernier. Pourquoi vous êtes allé signer avec la grande distribution quand quand des concurrents comme Mazars se font racheter par les Galeries Lafayette ou étendent leur territoire? Qu'est-ce que vous êtes allé faire avec la grande distribution? En fait, on avait un enjeu, c'est de faire de la croissance et de la croissance rentable. Donc il y a deux façons de faire de la croissance dans le web. Le premier, c'est de mettre des budgets importants dans des campagnes médias. Et nous, on a trouvé un truc un peu plus malin avec Leclerc, qui était de bénéficier de leur audience. Ils ont 10 millions de membres porteurs de la carte Leclerc. Et en fait, on va s'adresser à eux pour les faire venir sur Brandalay. Concrètement, comment ça marche? Concrètement, les 10 millions de porteurs de carte Leclerc viennent chez Brandalay. Et sur tout ce qu'ils achètent sur Brandalay, ils ont des euros crédités sur leur carte qui peuvent ensuite aller dépenser en magasin Leclerc. Vous avez entendu parler souvent de termes un peu galvaudés de web to store, d'omnicanal. En fait, en gros, c'est comment arriver à faire matcher le web avec le monde réel. Et donc ça, c'est une piste intéressante qu'on a trouvée avec Leclerc. Et alors là, ça a été signé en septembre. On est, disons, 4-5 mois après. Première retombée? Ça a été lancé en novembre. Donc on a un peu plus de 2 mois pour l'instant et on est au-dessus de toutes nos prévisions. C'est-à-dire C'est-à-dire que Leclerc, ils n'avaient pas encore vraiment démarré des potentiels de e-commerce très ambitieux comme le nôtre et qui sont ravis. En tout cas, ils nous le disent à chaque fois qu'on les voit. Et donc, voilà, on est sur un trend intéressant de chiffre d'affaires. Donc c'est une plus grande visibilité aussi pour vous parce que vous êtes sur tout leur support de communication? Nous, grâce à ce partenariat, on peut toucher 10 millions de clients. Mais quel est l'intérêt pour Leclerc en revanche? Alors l'intérêt pour Leclerc, il est de faire venir nos clients Brandalay en magasin. Parce qu'il y a un autre intérêt dans ce partenariat, c'est que vous savez que la bataille se gagne beaucoup sur la livraison. Dans le web, vous entendez souvent mettre en avant la livraison gratuite, la livraison tarif réduit. Et ben, par ce partenariat, tous les gens qui achètent sur Brandalay, ils peuvent retirer leur commande gratuitement chez Leclerc. Donc on envoie comme ça des masses de clients en magasin et en fait le pari c'est que quand on vient retirer son colis, on en profite pour faire ses courses. Mais les marques avec lesquelles vous travaillez, alors il y a des centaines de marques, vous ne savez pas exactement si vous en avez 300, 500, 600, mais il y a des marques de mode, de créateurs. Est-ce qu'ils ont envie d'être associés à la grande distribution? Alors en fait c'est très important, elles ne sont pas associées à la grande distribution. On ne les vend pas du tout chez Leclerc. En fait ce qu'on fait, c'est qu'on permet aux clients Leclerc avoir des avantages chez Brandalay. Et là, vous savez, c'est qui le client Leclerc? C'est vous, c'est moi, je crois que c'est 1 personne sur 3 en France. Donc je connais pas une seule marque qui serait capable aujourd'hui de dire moi, il y a 1 personne sur 3 en France qui m'intéresse pas. La question, c'est de pas être vendu en grande distribution. Et vous savez, c'est aussi pour ça que Leclerc, géant mastodonte de la grande distribution, et tous les autres aussi avec lesquels on était en contact, on souhaitait faire ça avec nous. C'est parce qu'en fait, ces gens-là n'ont pas accès à la mode spécifiquement de grandes marques parce que les grandes marques ne veulent pas être vendues en grande distribution. Donc le sujet, c'est justement de s'adresser aux clients Leclerc sans être vendus chez eux. Donc on voit bien les enjeux, même si les résultats sont au-delà de vos prévisions, il faut que tout ça se mette en place. C'est très récent, ça fait 2 mois. En plus, ça a été longtemps, ça a mis du temps pour aussi se négocier, tout ceci, j'imagine, Cyril Andrino. Et en même temps, aujourd'hui, vous dites, le partenariat avec Leclerc ne présente pas un enjeu vital pour Brandalay. L'enjeu vital, c'est le développement sur le mobile pour vous ? En fait, vital dans le sens où vous savez que j'ai racheté Brandalay il y a 2 ans, qui était un des plus gros acteurs du e-commerce français, mais qui était souffrant parce que ça perdait de l'argent. Et donc, il y a toujours cette question autour de Brandalay, de la santé. Donc, quand on parle de vital, c'est un mot qui est très fort. Vital, ça veut dire est-ce que c'est maintien en vie. Est-ce qu'on vit sans Leclerc? La question, c'est ça. Donc, totalement oui, on a plein de projets. Leclerc, c'est un de nos 3-4 gros projets. Le mobile, c'est un très gros projet aussi pour nous, d'envergure, où on a lancé en l'espace de 3 mois des nouvelles applis, un nouveau site, enfin voilà. Donc, Mais vous êtes drôlement en retard sur le mobile parce que vos concurrents, c'est quoi, 65 à 70% des ventes sur le mobile, vous êtes quoi, vous, à 30%? 30-40%. Et en fait, il y a une façon positive de le voir, c'est qu'en fait, on a un potentiel de croissance énorme. Voilà, et on l'a vraiment sous la main. Donc on va faire en sorte de rattraper le retard cette année. Cyril Andrino, vous parliez de gros projets. Est-ce que d'autres partenariats sont actuellement en discussion? Mais alors ça, c'est mon quotidien. Vous savez, on est le dernier gros acteur
du web à être indépendant. On n'a pas de fonds d'investissement à notre capital, on n'est pas coté en bourse, donc on a constamment des approches, des contacts avec des gens qui veulent ou entrer sur le marché français ou faire des alliances. Donc c'est très intéressant, c'est passionnant de discuter avec les uns et les autres. Et avec d'autres acteurs du commerce, je pensais plutôt. Le commerce traditionnel, on est en exclusivité avec Leclerc et franchement, on touche à un tiers de la population française, on n'a pas forcément envie d'aller chercher plus pour l'instant, ça laisse déjà de la croissance à gérer. Donc pour l'instant, on est bien avec Leclerc. Vous souhaitez développer aussi cette année la marketplace. Est-ce à dire que le modèle des ventes privées n'est pas assez rentable, ne suffit plus à l'heure où on a tant de prix abordables, de prix cassés, et notamment sur le web? Non, c'est pas ça. Alors, pour essayer d'être très factuel et très rapide, en fait, un e-commerçant doit générer du trafic. Nous, on a la chance, comme on fait des ventes privées, que les gens soient habitués à venir chez nous régulièrement tous les matins. Donc, comme on a la chance d'avoir un flux de plusieurs millions de personnes qui viennent, on se dit qu'il faut qu'on leur propose le plus possible. Et là où d'autres concurrents, vous l'avez mentionné, ont choisi d'être finalement supermarché online en vendant plein d'autres catégories de produits, nous, on se concentre sur la mode. Mais du coup, on va ouvrir notre marketplace pour intégrer énormément de marques de mode, y compris en nouvelle collection. Comment vous allez faire pour les attirer ? Mais en fait, on en a déjà beaucoup. La question, c'est pas de les attirer parce qu'on a déjà les marques, mais c'est d'avoir plus de profondeur de catalogue. Donc, quand on a Mango, quand on a Desigual, mais qu'on n'a que 200 références, demain, avec la marketplace, on va pouvoir en avoir plusieurs centaines. J'ai juste une toute dernière question rapidement, Cyril Andrino. Allez, pour citer une dernière fois, les concurrents vente privée, showroom privé ont un incubateur. Bazar Chic aux Galeries Lafayette ont créé un incubateur, enfin pas Bazar Chic directement, mais les Galeries Lafayette, Plug and Play. Vous, comment vous faites pour rester à la pointe en termes de R&D ? On a une équipe de quasiment 25 personnes qui font du développement et qui sont des vrais passionnés. Donc on n'a pas besoin de faire des pas d'intégration de start-up, d'être pas en discussion avec des Non, je pense que ça c'est de la communication de la part de nos concurrents. On a d'autres choses à faire en termes de communication. On est tous hands-on comme on dit, donc on est à fond dans le business, on fait des salons. Il y a un salon qui est le salon international du mobile qui se déroule la semaine prochaine à Barcelone où il faut être. On y va en nombre. On est au contact du marché. Cyril Andrino, PDG de Brandalais, de grandes ambitions donc pour 2017. On fait le point à la fin de l'année, c'est ça ? C'est ça. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Allez, innover pour le commerce continue et vous allez voir, Rodolphe se démarque. BFM Business. Innover pour le commerce. Rodolphe se démarque. Et on retrouve comme toutes les semaines Rodolphe Bonas, PDG de CACOM, qui parcourt le monde pour trouver les dernières innovations commerciales. Et aujourd'hui, Rodolphe, vous nous emmenez à New York découvrir les robots. Et oui, cette semaine, je me suis intéressé à une enseigne qui s'appelle Best Buy aux États-Unis, et en particulier dans la ville de New York, avec une problématique très simple. Alors Best Buy, qu'est-ce que c'est ? Best Buy, c'est un mélange de Darty et de Fnac. C'est une très grosse enseigne qui fait 39 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Vous savez, aux États-Unis, les petites enseignes sont les grosses enseignes françaises, bref. Et il y a un peu plus de 1000 magasins. Et la grande problématique de Best Buy, c'est se dire, mais comment est-ce que je peux être présent au cœur de la ville de New York sans être complètement matraqué par les loyers. Vous savez que le problème de ce marché-là, c'est que vous êtes sur des marges très très faibles, concurrencés par le digital. Et donc, comment est-ce que vous arrivez à bénéficier du flux qui existe aux États-Unis et en particulier à New York sans avoir des loyers considérables? Eh bien, Best Buy, ils ont inventé une machine extraordinaire. Elle s'appelle Chloé. C'est un robot finalement et qui est dans une boîte. Et ils ont pris tout l'assortiment DVD, CD, jeux vidéo, films et même les accessoires de casse qui prennent beaucoup de place finalement dans le magasin. Et ils l'ont mis dans un immense entrepôt à Anvers. Et il y a ce robot Chloé qui va chercher vos articles dans un minimum de place. Il y a 7000 DVD, 3000 CD et il vous ramène ces articles-là. Mais ça, c'est dans le magasin, c'est un petit peu comme une machine comme ça qui vont chercher. Alors, exact, c'est pas dans le magasin, c'est dans une boîte en verre fermée. Vous voyez Chloé travailler, vous n'avez pas accès, bien sûr. C'est à côté du magasin et en effet, c'est accessible. Du coup, vous pouvez aller dans le magasin et là, vous passez plus de temps. Il y a plus de place pour les produits, pour les tester, les essayer, discuter avec les vendeurs. Et à côté, dans le magasin, vous pouvez avoir une borne et commander avec Chloé. Et quand le magasin est fermé, de l'extérieur de la rue, vous pouvez aussi commander avec Chloé. Donc en fait, Chloé, elle, va bosser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est ça la vraie innovation de ce système, c'est véritablement de se dire finalement que cette offre commerciale qui souvent prend de la place à faible valeur ajoutée, extrêmement concurrencée par les prix, on la met avec Chloé, elle vous gère le système et en même temps, vous optimisez votre mètre carré. Et ça, c'est une vraie innovation. Sachez, pour terminer, que Amazon travaille actuellement sur un projet de R&D qui devrait sortir en 2018,
qui est le magasin 100% automatique. C'est-à-dire qu'avec que des Chloé à l'intérieur. Oui, Rodolphe, je voudrais juste comprendre quelque chose. Finalement, Chloé, ce robot, comment elle permet de gagner de la place? Gagne énormément de place parce que justement, il n'y a aucun présentoir. Tout est organisé dans des racks en fait extrêmement serrés, et donc mécaniquement vous n'avez pas besoin de présenter en valeur faciale les produits. Donc vous gagnez beaucoup de mètres carrés. Et en plus vous les gérez en hauteur, c'est-à-dire on peut mettre des produits à 2-3 mètres de hauteur, ça gênera personne. Avec Chloé va les chercher, donc mécaniquement c'est comme ça que ça marche. Merci Chloé, merci Rodolphe Bonas. BFM Business. Innover pour le commerce. Le débat. Et comment capter les consommateurs de la génération Z, ces jeunes nés après 1995 qui représenteraient un pouvoir d'achat de presque 44 milliards de dollars. Évidemment, je vous parle de ça à travers le monde. Multitâches, archi-connectés, hyper méga mobiles. Comment consomment-ils? Heureusement, une étude nous éclaire un petit peu. Patrick Gourdon, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert retail chez IBM qui a donc mené une étude à travers auprès de plus de 15 000 personnes. Sébastien Bismuth, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG d'Undies, marque de lingerie justement pour les 15-29 ans, qui a été lancée en 2007 par le groupe Etam. Alors cette étude, elle nous apprend à quelque chose d'assez étonnant. La première information que vous en avez ressortie, Patrick Gourdon, c'est que finalement, les jeunes, cette génération Z, elle ne fait pas forcément tous ses achats sur le web. Effectivement, c'était une grande surprise de la part de nos analystes. Alors, comme vous le dites, 15 600 personnes, 15 600 jeunes, devrais-je dire, ont été interrogés à travers le monde. 16 pays, les États-Unis, la France, l'Inde, la Chine, donc vous voyez un horizon extrêmement large. Première étude et première surprise, conclusion de cette étude, les jeunes achètent plus à travers le magasin que sur le web. 98% préfèrent faire leurs courses dans un point de vente. Pour être plus précis, 66%, donc les 2/3, privilégient le magasin. Ah oui. Et 20% y vont de temps en temps. Donc 98%, ça veut dire que le magasin n'est pas mort. Et pourquoi ils préfèrent aller en magasin? En fait, alors déjà revenons, pourquoi ils vont au magasin. En fait, revenons au fait qu'ils vont quand même sur le web, ils utilisent le mobile. C'est une génération hyper connectée, qui partage, qui discute. Mais le magasin reste quand même un lieu de rencontre. C'est l'agora. C'est le partage avec les amis, c'est la possibilité de toucher le produit, d'échanger, le côté fun. Et donc le magasin n'est plus utile, il devient un lieu de plaisir. Sébastien Bismuth, est-ce que c'est ce que vous avez remarqué? Vous avez 120 magasins en Europe pour votre marque de lingerie Undies. Les achats se font principalement sur le web ou principalement en magasin ou peu importe? Non, je veux dire, aujourd'hui, tout le monde sait que le e-commerce ne représente en général pas plus de 10% des réseaux retail existants, donc les gens qui ont des magasins physiques et un site internet. Par contre, le constat et l'étude d'IBM confortent complètement la stratégie à laquelle on croit et qu'on développe auprès de nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous estimons que nous sommes aussi des pure players. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pure players, le terme pure player tel qu'il est utilisé n'existe plus, puisque tous les pure players ouvrent des magasins physiques. Et nous avons déjà... Alors, donc les pure players, c'est ceux qui sont uniquement sur le web. Voilà, le mot d'origine du pure player, c'est un canal unique qui est le web. Et en réalité, aujourd'hui, tous les pure players commencent à ouvrir des magasins physiques tels qu'Amazon. Et aujourd'hui, on estime que nous avons une avance considérable sur ces pure players, puisque nous avons pas 120, mais aujourd'hui plus de 160 magasins physiques qui sont des relais et des points de contact avec nos clients et qui permettent de donner tous les services. Parce que quand on dit que les jeunes continuent 96% à préférer le shopping physique, ça ne veut pas dire qu'ils vont acheter dans le magasin physique. Ça veut dire que le magasin physique est un lieu sur lequel on peut retirer sa commande, sur lequel on peut retourner sa commande, sur lequel on peut essayer, se faire livrer. Aujourd'hui, on parle de social retail pour ces jeunes-là. Ah oui, social retail. Et ce qui est étonnant, c'est que vous, finalement, sur le pourcentage de ventes sur Internet, combien viennent le chercher en magasin ? Alors c'est considérable, hein. Aujourd'hui le click and collect, alors nous on l'appelle le l'easy collect chez Undies, c'est pratiquement 35 à 40% des retraits alors qu'il est payant. C'est-à-dire que c'est pas parce que certaines enseignes le font gratuit, on peut imaginer que les gens y vont pour la gratuité. Non, ils y vont pour la facilité d'accès
au magasin physique. Et ceci dit, vous allez aussi toujours de l'avant. Vous avez créé le retrait des achats en quasi automatique. Vous avez fait un petit essai justement dernièrement à Paris-Saint-Lazare, je crois, du côté de Saint-Lazare, pour faciliter, parce que mine de rien, sinon quand on retourne en magasin, on perd du temps et on perd la réactivité du web. Exactement. En fait, on est dans une génération qui recherche le pratique, l'immédiateté, le now, le see now, le shop now, qui veut tout de suite, très rapidement. Et dès qu'on lui met une contrainte, finalement, elle se détourne de l'enseigne. Et le quasi automatique permet effectivement de retirer son colis en magasin sans resubir une queue de magasin. Cette génération impatiente, vous l'avez ressenti à travers votre étude aussi? Alors c'est exactement ça, et je me rends compte que Sébastien a parfaitement compris les attentes de la génération Z. Une des autres surprises, c'est que cette génération qu'on aurait pu croire dans l'imaginaire collectif étant futile, passant son temps le nez sur les écrans, en fait est extrêmement pragmatique et exigeante. Parmi les points majeurs qui ont été identifiés dans cette étude, c'est le côté « je veux acheter utile », le rapport qualité-prix, la disponibilité du produit. Effectivement, Sébastien, quand j'ai fait mon choix, je le veux tout de suite. Donc je peux papillonner sur mon smartphone, sur ma tablette, éventuellement sur l'ordinateur, ce qui est une grande différence avec la génération d'avant. Mais en revanche, ma décision est prise, il me le faut tout de suite. Et c'est pour ça que IBM a aussi, en croisant avec une autre étude qui s'appelle la Customer Experience Index, on se rend compte que les entreprises sont loin d'être prêtes pour répondre à ce côté utile et pragmatique de cette nouvelle génération. Parce que, comme vous l'avez dit en introduction, à juste titre, ça représente 42 milliards de dollars, 44 milliards de dollars, 42 milliards d'euros de potentiel, mais ce sont aussi les influenceurs de la génération précédente. Donc le marché est beaucoup plus important. Et là, il y a un décalage entre les entreprises, ce qu'elles sont capables de fournir à ce potentiel de marché, et la réalité et les attentes. Alors, est-ce que vous avez l'impression de la capter, cette génération-là? Est-ce que vous avez vraiment l'impression, Sébastien Bismuth, vous dites, c'est la lingerie pour la 15-30 ans, on est sur cette génération Z, est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'elle consomme différemment? Alors, d'abord, il y a deux aspects. On ne capte pas une génération par rapport à, je dirais, un mode d'achat. Avant tout, on vend un produit. Donc Andy, c'est quand même un style, c'est un ADN de marque très spécifique. Donc ça, c'est une chose. Donc on la capte parce que, avant tout, on travaille un produit, une différenciation produit, et qu'on ne vend pas de la lingerie chez Andy's. On vend de la cool lingerie. Donc on a une attitude... oui, ça change beaucoup de choses. Dans l'imaginaire de la lingerie, c'est assez différenciant. C'est intéressant ce que vous dites, c'est que finalement, vous dites le produit prime, et c'est pas parce que on va faire la Undies Machine, donc ce développement d'un aspect un peu ludique aussi, le digital entre magasins, mais un aspect un peu ludique. C'est pas parce qu'on va être pragmatique pour répondre à leurs demandes, c'est pas tellement pour ça qu'ils vont venir, c'est d'abord par le produit. Donc c'est pas tant la façon de vendre que le produit d'abord. Tout à fait. On dit même qu'aujourd'hui, ils se méfient même de la starification, des égéries à outrance, des marques qui veulent se donner une image à travers d'autres gens. Ils sont peut-être moins influencés par, je dirais, des stars et autres... Si, les stars, c'est les youtubeurs, excusez-moi. Non mais, tout à fait, mais les youtubeurs, c'est la réalité. À la fin, un youtubeur, il fait quoi? Il fait un haul, il montre un produit, il monte une tendance. Et donc, je pense qu'ils ont une certaine indépendance. Et avant tout, ils viennent chercher un produit. Après, l'évolution du retail fait que aujourd'hui, on peut pas détacher la techno du retail. C'est-à-dire on devient des entreprises technologiques. C'est-à-dire qu'on doit amener des solutions technologiques. Et pour ça, on doit avoir des stocks justes. Donc ça, c'est des systèmes avec la RFID. On doit avoir de la disponibilité immédiate. On doit amener un tas de services très forts et immédiat à ces gens qui sont, à cette génération qui est extrêmement exigeante. Mais avant tout, elle n'est pas naïve, elle vient acheter quand même un produit. Ah, c'est bien, on va garder ça comme conclusion. C'est intéressant, comme quoi finalement on a beau faire tout ce qu'on veut, de toute façon elles viennent d'abord pour un produit. D'ailleurs, on a du mal à avoir des marques qui s'adressent à peu près uniquement à elles. Merci beaucoup à vous, Sébastien Bismuth, PDG d'Undies. Je vous invite à aller voir les boutiques Undies Machine, parce que vous verrez que c'est vraiment une expérience là aussi. Merci beaucoup à vous, Patrick Gourdon, de nous avoir éclairé, expert retail chez IBM. Allez, le mot de la fin, c'est le mot du ministre. BFM Business. Innover pour le commerce. L'édito. Et on conclut cette émission avec le mot du ministre, l'édito d'Hervé Novelli. Bonjour. Bonjour Karine. Ancien ministre des PME, créateur du statut d'auto-entrepreneur. On parlait à l'instant de cette génération Z très pragmatique. Vous l'avez remarqué, vous, ces jeunes sont entreprenants aussi. Oui, et on a parlé de la génération Z, de ses habitudes
nouvelles en matière de commerce. Moi, je voudrais aujourd'hui insister sur une autre novation pour ces jeunes, c'est le regard qu'ils portent et la pratique qu'ils ont de l'entreprise. Il y a eu un sondage qui est paru hier dans un quotidien national qui indique que 6 jeunes Français sur 10 souhaitent aujourd'hui devenir entrepreneurs. C'est une rupture majeure par rapport à des décennies où, lorsqu'on les interrogeait, le plus souvent, ils voulaient être fonctionnaires. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. 6 jeunes sur 10. Et 40% des jeunes qui sortent des écoles souhaiteraient travailler dans des start-up, dans des petites structures. Et ça aussi, c'est une rupture. La grande entreprise ne fait plus recette ou fait moins recette. Et tout cela, eh bien, correspond à des causes profondes qu'il faut identifier. D'abord, on crée plus facilement une entreprise aujourd'hui qu'hier, même si le parcours reste semé d'embûches, les statuts sont allégés et on devient plus facilement micro-entrepreneur, voire entrepreneur. Et puis, il y a eu la rupture digitale qui porte à l'initiative individuelle. On peut devenir entrepreneur tout seul avec le digital et cela a induit un rêve chez beaucoup de jeunes, mais aussi une pratique. Partout dans le monde, on assiste à cette explosion de l'entrepreneuriat, notamment de l'entrepreneuriat individuel, du travail indépendant. Même si on voit que beaucoup arrivent en bande. On a beaucoup de duos, de gens qui sont par 3, par 4 sur ces... Alors c'est aussi une rupture très intéressante, c'est qu'on assiste à l'émergence. Je discutais avec des amis canadiens il y a quelques jours, avec lesquels je vais entreprendre pour ma petite start-up. Eh bien, on assiste à l'émergence du social entrepreneur. L'entrepreneur social, c'est-à-dire celui qui réussit, mais qui souhaite aussi accompagner des jeunes pour leur parcours entrepreneuriaux. Donc, on assiste à une révolution entrepreneuriale qui sera portée par la génération Z, et j'espère bien m'y glisser. On faisant partie de la génération Z. Absolument. Mais vous avez tout à fait raison. J'aurais juste une question, il faudrait qu'on cherche, parmi ces créateurs d'entreprises, combien vont créer dans le commerce? On va chercher ce chiffre pour la prochaine fois. Oui, mais vous le savez, le commerce est propice à l'innovation, c'est même le titre de votre émission, et on aura des réponses à cette question. Merci infiniment Hervé Novelli. Innover pour le commerce, c'est donc terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Innover pour le commerce avec l'Institut du commerce. Et Point de vente, le magazine des magasins.